Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de futuriseelectric.fr. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter le grand test sur l'Alrendo TS Bravo, nouvelle moto électrique équivalente 125 cm3, où on va vous présenter un peu son test en ville, sur autoroute, sur route départementale et même en forêt. On va aller assez loin dans ce test, on va essayer d'être assez exhaustif. Et on va vous montrer aussi dans les différentes entrailles de cette machine quelles sont ses caractéristiques réelles. Pour commencer, pour introduire, je voudrais, on va dire, vous faire un peu l'évaluation du marché en ce moment même sur le marché des 125 cm3 électriques. Tout en bas, on retrouve les motos telles que les Super Soco TC Max, qui vont être de 4 000 à 6 000 euros. On va être plutôt sur des trajets courts, 80 km tout au plus, où vous allez pouvoir sortir aisément la batterie pour aller la recharger chez vous. Tout en haut du panier, on a les Zero, les Energica ou les LimeWire qui sont, on va dire, dans le haut de gamme, entre 20 et 30 000 euros pour la plupart, où vous pouvez aller faire effectivement pas mal de kilomètres, c'est-à-dire au-dessus des 180-200 km, et on va arriver sur une autonomie donc, qui est plutôt sympathique, avec des motos qui sont très performantes, l'équivalente en zéro sur cette moto, on est à 5 secondes et demie le 0 à 100 km/h pour donner un ordre d'idée. Là, aujourd'hui, on est sur une moto qui est assez intéressante parce qu'on est sur un panier qui est aux alentours des 10 000 euros. Donc, ça vient répondre à un besoin que beaucoup d'utilisateurs ont dans le monde électrique où ils ne veulent pas mettre des sommes, on va dire, astronomiques aux alentours de 20-30 000 euros tout en ayant une moto qui permet de faire plus de 200 km en réel. Je vais vous la présenter immédiatement. On va passer directement aux caractéristiques techniques dans un instant. Je vais détailler chaque élément de cette moto dès à présent. On va passer sur, donc on va partir de l'arrière vers l'avant. On a, on va dire, ce qui fait la caractéristique de cette moto, le pneu 280-55 R17. C'est un pneu qui, pour un 125 cm3, est un littéral pétard. Quand moi j'ai débarqué, je viens d'un monde d'une Super Soco actuellement, et quand on me voit arriver avec ça, on se dit purée, c'est pas une 125 cm3. On va avoir des disques de 240 mm, un disque à 240 mm à l'arrière. On va avoir une courroie, une grosse courroie qui va distribuer entre le moteur et la roue arrière, donc distribuer la puissance entre le moteur et la roue arrière. On va avoir donc le moteur qui se situe juste en dessous de la selle, donc ce moteur qui est assez proche de la roue, donc pour éviter un maximum de pertes, et qui est aussi directement sur le bras oscillant de la moto. On va retrouver l'amortisseur. Amortisseur, on va en reparler. Autant vous dire que va falloir en parler longtemps, mais surtout vite le changer. Dédicace à Eric sur ce point-là, qui a pu faire le test d'un nouvel amortisseur tout neuf et qui a eu un réel changement. On va avoir donc la selle qui fait le job, qui n'est pas une selle qui est inconfortable, mais une selle qui est tout de même dans l'entrée de gamme. Sous ce qui pourrait être le réservoir dans une moto thermique, on va avoir donc ce réservoir qui est en fait le chargeur de la moto de 3,8 kW, où on va pouvoir avoir la prise T2, où on va pouvoir brancher directement le chargement de la moto, que ce soit à partir d'un 230 volts ou d'une borne type 2. Sur les autres éléments de la moto, on va retrouver donc sur la partie avant un double disque de 300 mm avec 4 pistons, un amortisseur, des amortisseurs donc avec une fourche inversée réglable, contrairement à l'arrière qui n'est pas réglable, ou réglable on va dire via un peu en forçant au marteau. On va avoir un réglage qui est assez peu pratique, puisqu'il faut démonter l'ensemble de la moto. Enfin, l'amortisseur clairement arrière, n'y touchez pas, c'est mon conseil. Et on va retrouver l'écran TFT de 5 ou 6 pouces si ma mémoire est bonne, qui est assez gros. Les projecteurs à LED, donc projecteurs à LED, donc
phare, feu de croisement et diurne. Sachant que honnêtement, vous pouvez rouler tout le temps en plein phare, vous éblouirez personne parce que la projection est plutôt moyenne sur la moto. Je vais vous détailler maintenant les commodos. Donc on va retrouver donc l'emplacement pour mettre la clé directement. Donc pas de bouton comme on peut le retrouver sur la Super Soco, c'est une vraie clé à l'ancienne et ça c'est plutôt pratique. On va retrouver donc les feux de croisement, feux de route, un warning. Ça c'est plutôt pratique parce que contrairement à la Super Soco qui est où il n'y a pas de warning et vous êtes obligé de faire un gauche-droite si vous voulez vous arrêter subitement, c'est plutôt très pratique. Le clignotant, le klaxon. Aussi une autre péripétie de cette moto, le mode parking. Mode parking qui pour l'enclencher il faut faire toute une manipulation que je vous montrerai par la suite. D'ailleurs je peux tout de suite vous la montrer. Et en fait pour désenclencher le mode parking, il va falloir cliquer à maintenir le frein et cliquer sur le P en ayant enlevé la béquille. Alors on va dire que c'est pas très pratique parce que vous voyez que vous êtes en bout vous allez chercher littéralement le bouton P tout à votre droite alors que ils auraient pu le mettre à la place du klaxon, ça aurait été beaucoup mieux. De l'autre côté on va retrouver donc l'enclenchement des feux, c'est-à-dire que d'abord si vous voulez allumer la lumière il va falloir donc sur les feux de croisement, les feux de route, vous allez d'abord appuyer sur ce bouton là, puis ensuite vous allez pouvoir allumer vos lumières avant. Le bouton d'à côté ne sert à rien parce qu'en Europe on peut pas éteindre les feux diurnes. En fait devant il y a des feux diurnes comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ces feux diurnes là en Europe on n'a pas le droit de les éteindre, donc ce bouton ne sert à rien. Vous avez les modes, avec le mode 1 c'est le mode Eco, le mode 2 c'est le mode City, et le mode 3 c'est le mode Sport. On va retrouver la petite clé de réparation, donc c'est le mode marche à pied, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rouler ou plutôt marcher à côté de la moto en ayant un peu d'élan, c'est très pratique parce qu'elle pèse quand même 245 kg. Et on va aussi avoir le mode marche arrière qui va vous permettre de reculer avec la moto. C'est un mode marche arrière que même moi dans le test vous n'allez pas le voir parce que clairement c'est par à-coup. Je le trouve pas très pratique et je suis pas très à l'aise avec. Perso je préfère reculer au pied comme une bonne vieille moto. Pour rappel, les caractéristiques globales de cette moto sont sans équivoque. En 125 cm3, on va être sur une vitesse de pointe quand même de 135 km/h, ce qui est plutôt pratique. En pratique, vous allez le voir dans les vidéos qui suivent, on est sans problème entre 125 et 130. Pour les derniers km/h, on va aller les chercher avec un petit vent dans le dos ou une petite descente d'autoroute. Sur le poids, on est sur 245 kg. D'ailleurs, je vais afficher quelque part par ici la petite photo qui va bien des 245 kg, puisqu'on est allé la peser, il me semble, c'est entre 240 et 245 kg sur balance, donc réel. On a un moteur qui est de 10 à 11 kW, donc qui est homologable 125 cm3 et qui va en puissance max jusqu'à 20 kW, ce qui fait globalement aux alentours des 35-36 chevaux, ce qui est l'équivalent, je dirais, d'une A2 d'entrée de gamme, ou plutôt une entrée même de moyenne gamme, où on est sur du 300-400 cm3 sur du modèle thermique. Globalement, la longueur de la moto, c'est 2,30 m. Alors là, on vient quand même sur le point le plus caractéristique, encore une fois, de cette moto, c'est sa longueur, son empattement, qui est avec une longueur qui, quand vous la voyez, elle prend de la place et à manœuvrer, ça n'a rien à voir avec les autres modèles sur le marché. On est sur une hauteur de selle de 76 cm, donc assez basse, on peut facilement s'y mettre. Je vais d'ailleurs grimper dessus, vous voyez, donc je fais 1,80 m et je vais tranquillement aller la chercher. Et vous voyez, mais je suis un peu en pente et j'ai dû quand même aller la remonter parce que il y a le poids qui suit. C'est un bestiau, vous êtes quand même confortablement assis. Et vous avez une assise qui est assez confortable dans le sens où vos mains vont venir naturellement se mettre sur le guidon. C'est plutôt assez sympathique. On va revenir sur la terre ferme, comme on dit. Les cale-pieds arrière sont plutôt confortables. Moi, j'ai emmené récemment Nexos la dernière fois en sortant de la concession. On était quand même on était à 2 sur la moto. Globalement, en termes de puissance, c'est un peu limité quand vous êtes, on va dire, en montée, mais le passage arrière est quand même confortablement assis. Donc c'est une vraie 2 places. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. Allez, c'est parti pour ce test en roulage sur la Alrendo TS Bravo. Alors c'est pas la première fois que je fais ce test là. J'ai essayé de trouver une route avec un peu de virage, vous allez le voir, qui est assez sympathique.
où ça se penche pas mal, hein, ça se penche pas mal. Elle réagit plutôt bien en termes de comportement quand on va aller la chercher. C'est assez rassurant. Je dirais que c'est un peu son terrain de prédilection, hein, avec ses pneus qui sont assez larges. Et puis elle est assez amusante à prendre en main, surtout sur ce genre de petite route où on va pouvoir bénéficier du couple de l'électrique. C'est assez intéressant. Maintenant, c'est vrai que j'ai jamais eu de difficulté, que ce soit en montée en côte ou d'ailleurs en descente. Tiens, je vais peut-être en descente vous parler simplement de la récupération, hein, puisqu'en mode sport, là vous voyez, je vais me mettre en mode sport, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, elle va récupérer et je vais avoir une sorte de frein moteur, parce qu'en mode sport, c'est là où le frein moteur est le plus fort, étonnamment ou pas. En mode city il est un peu moins fort, et en mode éco il n'y a quasiment pas de récupération, donc quasiment pas de frein moteur. Ça c'est pour la petite astuce. Tiens, on va aller chercher ce virage là. Ah, ça passe plutôt bien, hein. Ça passe plutôt bien. C'est plutôt fun. Je vais essayer de garder la route plutôt la moto sur la route. De toute façon, je vous donne dans un instant, on va aller chercher le soleil et chercher Mexos, et on va aller poser la caméra sur sa moto pour vous faire voir un peu la moto de l'arrière, et puis on va se brancher en mode Toki pour que vous entendiez un peu mes commentaires en direct. J'espère que ça va vous plaire. On fait ça tout de suite. Allez, à tout de suite, on se retrouve avec Mexos. Alors, comment tu te sens sur la moto là? Niveau maniabilité, ça donne quoi là? Niveau maniabilité, c'est assez impressionnant, parce que c'est vrai qu'on sent pas mal la longueur de la moto, mais un gros gabarit, hein. Alors bon, dans les virages, je suis quand même obligé de me pencher et de donner l'impulsion, hein, à chaque virage, parce qu'on ne peut pas se faire dompter par la moto, et plutôt dompter la moto. Mais c'est assez sympa, c'est vraiment assez sympa comme impression, et on a vraiment cette impression de stabilité totale grâce au gabarit. Et sinon, niveau freinage en descente, qu'est-ce que tu en penses? Ça donne quoi? Alors sur l'avant, c'est vrai que c'est assez déstabilisant, ça pique tout de suite du nez. Par contre sur l'arrière, c'est vrai qu'on a tendance à donner des petits coups de frein vers l'arrière pour se stabiliser, en fait, quand on n'a pas encore pris tout à fait le pli avec la moto entre l'entrée et la sortie du virage. Par contre, ce qui est surtout flagrant, c'est la sortie du virage, où je pense qu'avec la Soco, tu as un peu de mal à suivre de temps à autre. J'ai repris un peu la caméra à l'avant de la moto. Je me suis dit que vous aimeriez un peu cette forêt du parc naturel des Vosges du Nord. Ça vous permet de voir un peu ces magnifiques paysages printaniers. Vous voyez, on a complètement retrouvé le soleil là, sur cette partie-là. Vous voyez là, la moto, elle est... Alors j'ai toujours la suspension qui est un peu dure, hein, où je sens un peu tous les branches ou toutes les racines sur le goudron. Mais c'est plutôt sympathique à utiliser. Donc voilà pour ce paysage. Prochaine étape, c'est l'autoroute. Dans un instant, on démarre sur l'autoroute. A tout de suite. Allez, c'est parti pour une nouvelle aventure de test autoroutier cette fois-ci. Parce que, alors, pour ceux qui suivent la chaîne, vous reconnaissez bien la fameuse même mon rampe d'autoroute qui m'avait servi à les tester, à aller taper un record fond de compteur de vitesse sur la Super Soco TC Max à 110 km/h. Donc je vais essayer de pas aller chercher les records de vitesse avec la Alreno, mais aller plutôt chercher la vitesse courante sur autoroute. Vous montrer aussi que c'est assez différent. Alors là, vous voyez, on a un autre phénomène, c'est un phénomène de problématique au niveau du compteur. Avec le soleil, on voit plus grand chose, hein. Pour rappel, l'application devrait résoudre ce problème. L'application n'a toujours pas de date, il devrait avoir un mode de jour. Donc on se lance sur l'autoroute à 120-122 km/h maintenant.
on est plutôt confortable, hein, contrairement à une autre moto de 125 cm3 ou une Super Soco. Vous voyez que je suis hyper confortable jusqu'à 125 km/h. Il y a de la pêche, il y a du couple qui envoie. Franchement, c'est plutôt sympathique. Là, je me mets à 127 km/h. Alors, je suis embuté hein, sur la poignée de gaz. 128 km/h maintenant. Je pense pas que j'arriverai à aller beaucoup plus haut que ça. Maintenant, je vais essayer un peu plus loin dans la forêt de peut-être aller chercher un record en penchant, mais j'ai un petit vent du sud là, hein. Donc on va prendre la direction de Strasbourg pour se rendre plutôt en ville et vous profitez pour aller vous parler encore de la Rendo. Je vais essayer de me pencher, mais je pense pas que ça change grand chose en fait de me pencher. Allez, je suis couché sur le réservoir. Je sais pas si vous m'entendez encore. Mais je pense que là j'ai toujours la même vitesse, donc c'est pas la peine. Le vent me ralentit trop. Juste pour info, je pense que une bulle à l'avant, hein, un coup de vent hein, sur l'avant peut faire gagner peut-être quelques km/h, entre 5 et 10 km/h, et peut-être entre 5 et 10 km, voire 10 et 20 km d'autonomie. Certains l'ont testé dans la communauté, ça peut être utile si vous, sur votre Rendo, vous voulez aller maximiser les performances et l'efficience de votre moto. C'est plutôt pas mal. Moi je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve tout de suite en fait dans la ville de Strasbourg, en plein centre. On va essayer d'y aller pour vous montrer un peu la maniabilité en ville et aussi le confort ou l'inconfort de cette moto qui a un beau potentiel, hein. Là on va dire que sur l'autoroute j'ai pas été gêné une seule fois dans mes périples. A tout de suite. Et bienvenue au centre de la capitale européenne strasbourgeoise. Donc en plein centre, hein, pour le coup on va aller direction la place Kléber, qui est la plus grande place de Strasbourg. Alors on va pas y arriver parce qu'elle est accessible en piéton. Je vais essayer de me faufiler parmi les vélos. Ça tombe bien, je fais pas beaucoup plus de bruit qu'eux. J'en profiter pour laisser aussi passer le tram. De toute façon j'ai le feu rouge et je vais pouvoir peut-être vous parler aussi un petit mot, hein. Je vais le récapituler tout à l'heure, hein, sur la partie suspension, amortisseur. Je vous laisse écouter le bruit. Donc voilà le bruit, hein, de l'amortisseur sur les voies de tram. Ça s'entend quand même très bien. Cet amortisseur, je vous le dis, redit, mais qui est à remplacer. Donc faudra regarder ça un peu plus près dans les prochaines versions. Vous voyez, bon, je me faufile très bien. Alors c'est dommage, j'ai pas beaucoup de circulation comme on est un dimanche après-midi. Donc là je suis assez comment dire, je suis pas contraint quoi, hein. Je serai en voiture, ce serait la même. Maintenant je me dis que je vais essayer de trouver peut-être un interfile pour vous montrer comment elle passe au niveau du guidon. Ah, je vais laisser passer les vélos. Alors pour le coup ils sont même pas retournés, hein. Il n'y a même pas un hochement de tête pour me regarder. C'est un peu l'avantage ou l'inconvénient de l'électrique, ça dépend de quel côté on le voit. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants. Je vais essayer de vous trouver un interfile quelque part, peut-être côté de l'avenue du Rhin, pour vous montrer un peu comment ça passe à ce niveau là. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour essayer de trouver un interfile à faire. Nous sommes route de Strasbourg, route jonchée de feu où les voitures s'agglutinent d'habitude, même si on est un dimanche. Et je pense qu'on va être très rapidement servi en termes d'interfile. Ah bah la preuve, voici. Il suffisait de demander. Donc on va essayer de se faufiler et ça se faufile, mais alors tout seul, malgré le guidon qui est assez large, moins bien qu'une Soco, mais c'est plutôt pas mal. J'en profite pour vous parler un peu d'autonomie de cette moto, hein, puisqu'on est sur 220 km en mixte, hein. J'ai fait le week-end dernier, pour 50% j'ai fait 115 km.
On est à plus de 300 km à 50 km/h et à environ 130 km si vous êtes à fond sur l'autoroute, autour de 120-130 km/h. J'ai encore donc une petite séquence avant de revenir dans la présentation initiale qui avait été tournée en mois de décembre sur le rechargement de cette TS Bravo Talrendo. Allez, je vous dis à plus dans le passé. Nous allons voir les différents moyens de recharger cette Talrendo TS Bravo. On a deux modes de recharge. Alors nous, on a la chance, comme étant dans les premières précommandes, d'avoir la Wallbox d'Alrendo qui a été livrée avec la moto, qui vous permet de recharger en fait en 3 heures durant. Contrairement au mode, ce qu'on appelle le chargeur Schuko. Hein. Donc le chargeur Schuko, c'est quoi? C'est un transformateur 230 volts où vous allez avoir la possibilité de passer du 230, donc de la prise classique, à la prise type 2 pour recharger la moto. Alors je vais un peu vous montrer les deux modes de recharge. Je vais commencer d'ailleurs par la Schuko comme je l'ai en main. On va directement regarder ce que ça donne sur la moto. J'ouvre le cache. Attention, le cache sur cette version, cette première version, je le trouve assez fragile. Donc il faut être assez délicat avec. J'ouvre simplement le cache de la type 2 pour la protéger. Hein. Je vais venir la brancher directement dessus. Je l'enfonce un bon coup. Et là, automatiquement, elle va se mettre en charge. Alors, on va constater d'ailleurs, si je prends le chargeur qui va passer en mode charging. Et on a aussi la TS Bravo qui va donc se mettre à recharger automatiquement. Donc là je l'ai allumé, donc on va pas voir automatiquement les différents modes de charge, enfin la graduation de charge qui va augmenter. Je vais maintenant aller sur le deuxième type de recharge. Je vais retirer le mode Schuko. Donc pareil, hein, faut retirer dans l'axe et un bon coup. Et je vais aller vous présenter donc la Wallbox. Donc la Wallbox, la différence entre les deux, c'est que là on va être autour de 3 kW de recharge pour les plus techniques. Sur la Wallbox, on va être plutôt sur 3,8 kW de recharge. Pour information, cette Wallbox peut aller jusqu'à 7,4 kW. Donc si vous avez une voiture électrique par exemple, et ben l'avantage c'est que vous faites une pierre deux coups, vous pouvez à la fois recharger votre moto et votre voiture. Au niveau de la Wallbox, c'est assez simple, c'est un peu le même principe. On va devoir tirer, alors là, pareil, elle est bien fixée, vous voyez, directement. Vous prenez la prise T2, vous allez simplement l'insérer dans la moto. Si je suis dans le bon sens, c'est mieux. Et directement, pareil, un coup. Et là, la Wallbox va automatiquement se mettre en charge. Alors attention, la première fois que vous l'utilisez, vous devez la déverrouiller avec ce badge qui est fourni avec la moto. L'avantage aussi, c'est si on se rapproche de la Wallbox, on va avoir différentes caractéristiques techniques qui sont dessus, avec ce qu'elle envoie en fait en termes de tension, ce qu'elle envoie en termes d'ampères. Alors là, vous voyez, elle envoie à peine 0,3 ampères d'intensité parce que on est à 90%, donc elle est en charge lente, et la température ambiante. Voilà pour cette review. Et comment recharger cette TS Bravo, je vais maintenant m'atteler à vous détailler le compteur qui n'est d'autre qu'un écran de 7 pouces. J'ai pris cette vue car on est un peu dans la pénombre et pour l'instant le compteur ne peut pas être mis en mode jour. Il n'y a pas d'application en fait qui est liée à la moto pour l'instant, qui sera disponible sans doute vers fin 2022, début 2023. Du coup, on ne peut pas régler l'heure, ni mettre le compteur en mode jour, ni même paramétrer d'autres choses, d'autres options sur la moto. Je vais commencer par le petit 1 qui est la connectivité qui pour l'instant ne sert à rien puisqu'on ne peut pas connecter d'apps. En numéro 2, nous avons la température du moteur et non pas la température extérieure. En numéro 3, nous avons le kilométrage du voyage, ce kilométrage se remettant à 0 à chaque fois que vous redémarrez la moto. En numéro 4, nous avons la température de la batterie. En numéro 5, nous avons une petite feuille. Alors j'étais un peu optimiste en disant qu'à chaque fois que la petite feuille s'allumait, on récupérait de l'énergie. En fait, cette petite feuille vous permet de vous dire que vous roulez économiquement. Donc vous dépassez sans doute les 200 km d'autonomie quand vous avez souvent cette petite feuille qui s'allume. En numéro 6, nous avons le pourcentage de la batterie. En numéro 7, nous avons donc les modes qui doivent apparaître quand la moto
est allumé, est en mode prêt à partir. Vous avez 3 modes. Le mode Eco qui accélère doucement et qui est limité à 60 km/h. Le mode City qui accélère un peu plus, on va dire rapidement, et on est autour de 115-120 km/h. Et le mode Sport qui n'a pas de limite, donc où vous pouvez atteindre les 130-135 km/h sur autoroute et qui donne donc la pleine puissance et le plein couple à la moto. Juste en dessous, vous avez la vitesse. En numéro 8, nous allons avoir les kilométrages estimés restants sur le pourcentage de la batterie. Donc de base, il est à 250 km et à 225 sur la visu qu'on a à l'écran. En numéro 9, nous avons donc l'heure qui ne sert pour l'instant à rien. En numéro 10, nous avons l'énergie envoyée à la moto. Donc plus vous ouvrez les gaz, plus la jauge va augmenter, ce qui vous permet de voir ce que vous envoyez en termes d'énergie à la moto. En numéro 11, on a le kilométrage total de la moto. En numéro 12, on a la jauge de récupération d'énergie que vous avez vu s'allumer de temps à autre un peu sur la vidéo. J'ai récupéré un peu d'énergie. On a un certain nombre de compteurs en bas, de compteurs de voyants plutôt, qui ne sont pas pour l'instant utilisés. Seul le voyant de warning et le voyant P comme parking est pour l'instant utilisé. Les autres, ce sera peut-être grâce à l'application ou autre. Je reviens dans la vidéo initiale. Je vous dis maintenant, allez, maintenant. Mon ressenti personnel sur cette moto, c'est qu'elle m'a impressionné, littéralement bluffé. On est quand même sur un modèle, enfin, quand on vous croise dans la rue, on vous demande c'est quoi comme moto, quelle est son autonomie, c'est électrique, c'est une 125 cm3, on ne pose pas la question, c'est quand je le dis ça plutôt. Globalement, ce qui est intéressant, c'est sa tenue de route et sa stabilité. Moi, j'avais l'habitude de faire de l'autoroute avec une Super Soco. Oui, de l'autoroute avec une Super Soco, j'ai eu cette idée-là. Quand vous êtes à 90, 110 sur une Super Soco sur l'autoroute, vous êtes une brindille, clairement aux yeux des automobilistes. Avec une moto comme celle-ci, vous doublez sans problème les poids lourds, même les camionnettes. Vous avez l'accélération qu'il faut, comme dit, jusqu'à 125-130. Petite information, on est quand même sur une marge compteur qui est assez faible de 2 à 3 km/h seulement. Ça fait que quand vous êtes à 127, vous êtes à 125 réel à ce niveau-là. Autre point de vue, quand on va l'avoir en main, c'est vrai que ce qui est plutôt limité, on peut le voir, hein, je vais tourner le guidon, ça va être le rayon de braquage. C'est un rayon de braquage qui est plutôt limité. On a quand même, en ressenti personnel encore une fois, quelques axes d'amélioration. On va avoir en fait les pneus, c'est des pneus Tinsun, donc de marque chinoise. Je vous conseille de les remplacer. Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est quand même des pneus qui sont assez glissants sur la pluie. Ils font énormément l'affaire et pas mal l'affaire sur du sec, mais alors sur de la pluie, je vous conseille de vraiment les changer pour des Michelin, des Bridgestone ou des Pirelli, tout autre pneu qui pourrait faire l'affaire sur le marché, qui sont bien connus de tout le monde. Autre désavantage de ces pneus-là, c'est qu'ils ne sont pas équilibrés d'origine, donc vous allez avoir des légers tremblements à entre 100 et 130 km/h. Ça peut poser quelques problèmes, ou ça peut en tout cas vous perturber quand vous allez avoir le guidon qui tremble légèrement sur les autoroutes qui sont très lisses et donc où la résonance va être très forte. Sur le reste de la moto, moi globalement en montagne, c'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est que contrairement à certaines 125 cm3 où vous allez manquer littéralement de puissance quand vous allez monter une courbe en montagne ou une épingle à cheveux, celle-ci vous la mettez en mode sport et la puissance elle est linéaire. Vous n'allez pas avoir d'essoufflement. Et ça c'est plutôt pas mal, surtout face à des 125 cm3 thermiques où vous allez avoir ce phénomène d'essoufflement qui va derrière être plutôt prononcé. Petit point, on va dire des plus négatifs. Alors deux petits points des plus négatifs. On va commencer par quand même l'esthétique. Les plastiques sont de piètre qualité. Vous l'imaginez, on est quand même sur de la provenance chinoise au niveau de la qualité des fabrications. Et pour l'instant, c'est pas si bien assemblé que ça. En tout cas, là, on est sur une première fournée et on est sur quelque chose qui n'est pas forcément très très bien fini, qui est joli à regarder dans son ensemble. Et quand vous allez vous y rapprocher, vous allez trouver quelques petits impacts.
à l'image du bras oscillant que j'ai là de mon côté, j'ose même pas vous le montrer, c'est la peinture s'enlève, la peinture s'écaille, je suis obligé de la refaire. On voit que ça a été peint un petit peu, on va dire, à l'arrache. Aussi, on a des petites anomalies. Alors, ça tombe bien, on est sur le frein. Donc, le frein, d'origine, il n'y a que cette partie-là qui s'allume. Tout au départ, Alrendo avait prévu, en fait, que ces feux-là soient des clignotants. Et en fait, pas du tout. C'est pas des clignotants. Dans la seconde fournée, ce qui est prévu, c'est qu'ils s'allument en même temps que vous freinez sur cette partie-là. Alors, libre à vous quand même d'aller les raccorder, en fait, sous le VCU qui est ici. Alors le VCU, donc c'est le système qui permet de contrôler la moto, c'est un peu la carte mère secondaire de la moto, puisque la carte mère primaire, c'est plutôt le BMS qui va gérer notamment la batterie, l'autonomie et toute la puissance que vous allez envoyer entre le moteur et la batterie. Et on va avoir les clignotants qui ont été en fait déportés ici. Alors c'est un peu moins esthétique, mais au moins c'est aux normes européennes. Sur la partie qui fâche vraiment, c'est l'amortisseur. Cet amortisseur, en fait, il a quand même deux problématiques. C'est qu'il est non réglable, et dès lors que vous allez taper une bouche d'égout, un petit impact sur la route, alors sur les gros impacts qui descendent, on va dire, doucement, vous n'allez pas avoir de problème. Par contre, sur les impacts, on va dire, qui vont être instantanés, des petits nids de poule, des bouches d'égout, vous allez entendre comme un bruit de claquement métallique, comme si la batterie se fracassait contre le châssis, alors que c'est pas le cas. Et c'est quelque chose qui est assez perturbant. Et je pense que c'est l'un des points faibles actuels de la moto, c'est cet amortisseur-là, qui, vous allez le ressentir quand même tout au long de vos trajets. Dès lors que vous allez prendre la route, vous allez être sur quelque chose. Enfin, moi, j'ai fait 700 km maintenant avec, j'ai un peu de retour sur expérience, et autant tous les autres points sont assez positifs, autant celui-là est vraiment beaucoup à améliorer. J'ai enlevé la selle pour vous montrer un peu l'intérieur, les entrailles de la moto. Alors, quand je vous parlais de finitions qui sont passables, là on voit que par exemple, on a encore les moulures d'usine. On voit que l'écrou, il est légèrement rouillé ou légèrement impacté. On va voir aussi que là, vous voyez, j'ai mis du scotch pour éviter que la boue rentre, mais il y a deux trous ici et ici qui donc fait rentrer la boue de la roue arrière. Tout ça fait que il y a des choses qui sont encore à finir. Vous avez les câbles qui sont là, vous voyez, normalement ils sont en vrac à cet endroit-là. Moi je suis venu en fait les mettre, les coller contre. Donc c'est plutôt intéressant. On va retrouver quand même une cosse VCU qui va vous permettre de diagnostiquer la moto. On va en reparler en conclusion. Je vais bien finir. Mais globalement, c'est ce qui va nous permettre de diagnostiquer en cas d'erreur ou en cas de SAV ou de maintenance. Globalement, vous le voyez, c'est une bonne moto. Maintenant, on se donne rendez-vous tout de suite pour la conclusion. En conclusion, je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est un diamant à polir. Clairement, cette moto, il n'y a pas d'alternative sur le marché actuellement. Il n'y a aucune alternative autour de 10 000 € qui peut faire plus de 200 km d'autonomie en ayant une vitesse de pointe de plus de 130 km/h. Ça n'existe pas à l'instant où je fais cette vidéo. Maintenant, il faut savoir qu'en termes d'expérience de conduite, c'est plutôt intéressant, vous n'attendez pas à foudre de guerre en termes de puissance. On a testé le 0 à 100 km/h, on parle de 8 secondes dans les caractéristiques techniques, on est plutôt à 10 secondes globalement. Donc 10 secondes pour faire le 0 à 100 km/h, ce qui n'est pas dégueulasse, mais ce qui ne la classe pas dans les meilleures performances du marché. Une 0S par exemple, on va être quand même autour des 5 secondes 5, qui est l'équivalente en 125 cm3. Mais c'est normal, ça se comprend. Une 0S, c'est 185 kg pour environ 59 chevaux max. Là, on est plutôt sur 35 chevaux pour 245 kg. Donc on comprend pourquoi on n'est pas du tout sur la même puissance et les mêmes caractéristiques. Globalement, cette moto, pour un usage quotidien, si vous avez une prise en garage, c'est très bien. Parce que on en a parlé dans une autre séquence notamment. Vous allez aussi avoir la possibilité de brancher avec les prises, la prise de 130 volts ou sur une prise type 2, et le chargeur de 3,8 kW vous permet globalement de recharger la moto en 3 à 4 heures. Et ça, c'est vraiment pas mal. Moi, ma sensation, c'est que j'espère que la marque va s'améliorer dans le temps. C'est une marque qui a moins de 2 ans maintenant, qui va tendre à s'améliorer, je l'espère. Et au-delà de ça, c'est qu'on va être sur une moto qui est rassurante. Et rassurante en termes de confort de conduite. Je vais quand même parler en conclusion des quelques écueils que j'ai eus, parce que je suis obligé de les dire en toute transparence pour vous qui nous regardez.
clairement, moi, j'ai eu effectivement... alors, il faut savoir qu'elle fait partie, c'est la première moto immatriculée sur le sol français, la première Alrendo immatriculée sur le sol français. Et j'ai eu le malheur de déjà rencontrer des pannes au niveau du câblage batterie et du câblage BMS qui ont été remplacés. Je pense qu'il y a encore un peu de R&D, ou de peaufiner en tout cas la R&D, pour avoir une fiabilité totale sur la moto. Et je pense qu'actuellement la marque n'est pas encore tout à fait mature pour arriver à faire quelque chose qui va se développer outrageusement dans l'année qui vient. On va voir dans la deuxième fournaise qui arrive. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que cette moto, j'ai encore le bloc de 16,6 kWh au niveau de la batterie, donc 6,6 kWh maximum de capacité avec 14 kWh de capacité nominale. Mais dans le futur bloc batterie, qui est une nouvelle technologie et qui pourrait peut-être résoudre les problèmes de fiabilité qu'il y a eu sur ces premières 14 motos qui ont été produites, on est sur un bloc de 17,4 kWh et 15 kWh de capacité nominale. En termes d'autonomie, ça donne 250 km, on va dire en mixte, 100-150 km sur autoroute et plus de 400 km en ville. Tout ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est que dans tous les tests qu'on a fait, on va le voir un peu dans les vidéos, vous pouvez suivre mon pourcentage versus le nombre de kilomètres que je fais, on est relativement autour de 210-220 km réels en mixte. Je vous remercie en tout cas d'avoir passé du temps à regarder cette vidéo. On a essayé de faire le test le plus complet qui soit. Je sais qu'il n'y aura pas le 0 à 100 km/h dedans, mais vous pourrez le déduire de vous-même. On l'a fait aussi dans une précédente vidéo, donc ce sera à vous de juger. Mais globalement, on a revu toutes les conduites, ville, village, forêt, autoroute. J'espère que ça vous a profité, ça a permis de visiter l'Alsace. On a voulu faire une décoration un petit peu atypique. Et je vous dis à très bientôt sur futuriseelectric.fr.